Chers amis, bonjour, rebonjour à toutes et tous, à celles et ceux qui ont été connectés ce matin pour le premier atelier. Merci. À ceux qui viennent de se connecter, merci et bienvenue pour ce troisième Business Solutions Fitness en direct de l'appart fitness Paris-Bastille. On est ravis d'être dans ce magnifique lieu. Juste un petit détail technique, effectivement, on a eu quelques messages. La vidéo est assez écrasée et assez lumineuse. Nous avons la chance d'avoir un club avec la lumière parisienne. Pour une fois, il fait beau à Paris. Donc, on a effectivement quand même sa surexposition. Je vous rassure, la présentation n'est qu'un support pour les speakers, surtout pour moi, mais on pourra quand même vous l'envoyer. Réellement, l'important, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Un atelier qui est réellement dans le concret. Acheter ou créer son club de fitness. Quel est le meilleur choix et surtout, comment bien préparer la vente de son club. J'en parlais tout à l'heure lors du préambule. Il va y avoir une redistribution des cartes, que ce soit pour les franchisés, que ce soit pour les indépendants, pour des personnes qui, justement, souhaitent créer leur propre club. Il va y avoir quand même pas mal d'opportunités à venir. Pour en parler, qui vous pouvez prendre ce sujet? Bien sûr, David Conclot, directeur de Fitness Business. Il sera accompagné d'une avocate de renom, Caroline Bouzaguet. Merci Caroline d'être là. Et surtout d'un autre patron d'un club, Philippe Leroy, d'un magnifique club, The Loft. On est réellement dans l'immobilier aujourd'hui entre l'appart fitness et The Loft. On va bientôt faire quelque chose avec Stéphane Plaza Fitness. En tout cas, merci. Alors David, je vais essayer de faire une petite manip, de te basculer sur mon écran pour qu'on te voit. Alors là, aujourd'hui, on voit Philippe. David, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Heureux, David, en tout cas, de t'avoir à distance. Merci. David, je vais te lancer la main sur ce sujet que tu connais ô combien tu connais très bien, enfin, sur les doigts, je perds dans mes expressions complètement françaises. Juste à l'issue, David, de ta prise de parole, nous referons avec Anne-Laure et avec Célia un sondage et une enquête pour qu'on puisse effectivement voir si ce sujet-là a été pertinent, constructif, et a aidé des futures personnes à acheter, à vendre, à créer, à se développer. David, on te laisse la main. Salut David. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer et partager notre expérience, puisqu'il s'agit plutôt de ça aujourd'hui. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'occupe à Fitness Business, seule agence immobilière en France spécialisée dans l'achat et vente de clubs. Donc, en contact avec des créateurs, des repreneurs, des chefs d'entreprise spécialisés dans le secteur de la remise en forme, mais également d'autres personnes. Donc, l'idée de ce matin, c'est d'essayer de partager avec vous mon expérience depuis une dizaine d'années, depuis 2011 maintenant que j'ai cette activité. Essayer de vous donner quelques clés. On va essayer d'être synthétique. Donc, je vais partager le temps dans un premier temps avec Philippe Leroy qui m'accompagne, qui va m'accompagner sur la première partie où on va être plutôt sur l'acquisition ou la création. Donc, reprendre un club de remise en forme ou bien créer son club de remise en forme. Je vais essayer de vous énumérer un certain nombre de points pour vous permettre de nourrir votre réflexion autour de ça. Et puis ensuite, la deuxième partie qui va concerner tout particulièrement les patrons de club, comment bien préparer la vente de son club. Caroline Bouzaguet, qui est notre avocat de conseil au cabinet, nous donnera quelques clés également. Donc, on va se répartir la parole. Moi, je vais commencer avec quelques points que je vais énumérer. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Alors, première des questions à se poser avant de se lancer, c'est de combien je dispose hors financement, ce que j'appelle hors financement, de quoi disposez-vous en termes d'apport personnel? C'est un point très important, car aujourd'hui, et en plus, dans la période en tension où nous sommes, les banques demandent de plus en plus d'avoir un apport conséquent. Alors, un apport qui, à une époque, était aux alentours des 20%, mais qui, des fois, peut grimper jusqu'à 30, 40, voire 50% du projet si vous n'êtes pas un professionnel. Donc, ça dépend du rapport que vous avez avec votre banquier, mais également des garanties que vous êtes en capacité d'apporter. Donc ça, c'est le deuxième point. Quelle garantie vous êtes en capacité d'apporter à votre banquier pour qu'il puisse vous faire confiance? Donc souvent, quand on est un professionnel, on apporte déjà des garanties de savoir-faire, mais ils ont besoin aussi de se reposer sur une garantie financière pour récupérer en cas de défaillance. Donc, effectivement, est-ce que vous êtes tanké, on va dire, pour utiliser cette expression? Est-ce que vous avez une force? Est-ce que vous êtes suffisamment bien établi, une solvabilité assez importante
pour pouvoir partir dans une telle opération, bien évidemment, quand il s'agit d'opérations avec des sommes qui sont assez importantes. Alors, j'ai ensuite j'ai réparti un petit peu les questions et les thèmes en fonction de si vous êtes un professionnel de la remise en forme ou si vous êtes en devenir. Alors, l'autre question à se poser quand on veut ouvrir un club, quand on n'est pas un professionnel de la remise en forme, c'est pourquoi un club de fitness? Quelle sera votre vraie valeur ajoutée sur ce secteur de la remise en forme dans lequel vous arrivez? Surtout aujourd'hui en 2021, je mets cette question-là parce que ce n'était pas du tout la même chose il y a une dizaine d'années sur le marché de la remise en forme et vous avez constaté que le marché s'est beaucoup étoffé avec une diversification, avec une polarisation également des différentes offres. Donc, quelle est votre vraie valeur ajoutée quand vous allez arriver sur ce marché? Est-ce que vous avez vraiment un projet différenciant? Est-ce que vous allez apporter de la valeur sur ce marché pour vous permettre de pouvoir survivre? Et puis, deux questions, franchisé ou indépendant, franchisé ou licence de marque, peu importe, mais la question se pose. Donc, vous avez le choix aujourd'hui de trouver parmi les différentes franchises et les différentes licences de marque quelque chose qui correspond à vos valeurs. N'hésitez surtout pas à faire le tour de ce que vous pouvez avoir et de ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Maintenant, pour les professionnels, ouvrir un club ou reprendre un club, est-ce que vous avez la ressource humaine pour ça? Parce qu'on sait à quel point c'est très important quand on est un professionnel de la remise en forme. On sait à quel point les collaborateurs sont importants. Alors, vous voulez grossir, vous voulez vous développer. Est-ce que vous avez le support humain pour pouvoir vous aider à progresser, puisque forcément, vous allez consacrer du temps. Donc, votre business qui tourne, il faut pouvoir s'en occuper. Et puis, comment, avec ce développement, vous allez pouvoir réaliser des économies d'échelle, puisque le but, quand même, c'est de réussir à faire des économies d'échelle quand vous réussissez et quand vous vous développez. Donc, peut-être que dans un développement, il faut peut-être éviter de s'éloigner trop de votre premier club pour que ça puisse être intéressant pour vous. Je parle de personnes, par exemple, qui sont en Île-de-France. On va éviter d'avoir un club au fin fond du 95 et un autre dans le sud du 91. Ça risque de devenir compliqué ensuite derrière. En termes de timing, on sait à quel point le métier de patron de club est chronophage. Ensuite, autre point, création ou rachat. Alors, création ou rachat, quels sont les avantages pour les non-professionnels? Toujours, j'ai séparé. Quels sont les avantages de la création? Avantage, vous choisissez les équipes, vous choisissez l'emplacement. Encore qu'aujourd'hui, choisir l'emplacement devient de plus en plus difficile, surtout sur le marché de la remise en forme. Vous choisissez le matériel, donc l'équipementier avec qui vous voulez travailler, et vous choisissez vos propres aménagements. Donc, effectivement, vous faites plus un club qui vous ressemble. Par contre, les inconvénients de la création sont quand même là. Les coûts d'installation, il coûte toujours plus cher de créer un club que de reprendre l'existant. L'existant, vous pouvez améliorer. L'existant, vous pouvez mettre un petit peu à votre image. Mais c'est vrai qu'il coûte toujours plus cher de créer un club que d'en reprendre un et de le faire performer. Ensuite, vous partez de zéro. Quand vous créez votre propre club, même si vous faites des préventes, on considère quand même que vous partez avec 0 client. Quand vous reprenez un club, vous récupérez en fonction donc, de l'entreprise, mais quel que soit ce que vous achetez, et on verra la différence tout à l'heure avec notre avocate Caroline Boulzaga, la différence entre le fonds de commerce ou bien les parts sociales, mais quel que soit X, vous récupérez la clientèle qui existe. Donc, vous ne repartez pas de zéro. Et puis, vous n'avez pas les contraintes lourdes, techniques et administratives qui sont liées à la création et qui sont des fois peut-être un peu plus allégées quand vous reprenez un club de remise en forme. Et puis, quand vous n'êtes pas un professionnel, les inconvénients de la création, c'est que vous êtes obligé vous-même d'embaucher. Alors moi, j'ai mis un petit item sur le choix des techniciens. C'est qui les techniciens? C'est vos éducateurs sportifs. Et vos éducateurs sportifs, en tout cas vos collaborateurs techniques, ceux qui vont faire votre production, c'est eux qui sont en contact avec la clientèle. Vous n'avez pas forcément l'expertise pour savoir jauger qui est bon ou qui n'est pas bon en termes de prof, parce que tout le monde a un diplôme, mais tout le monde n'a pas la même efficacité sur le terrain. Donc, une petite phrase à ne pas oublier, c'est que le patron n'est pas celui qui est en contact direct avec la clientèle, très souvent dans les clubs de remise en forme, et que ce sont vos collaborateurs qui sont en contact direct, et que la fidélisation, c'est la qualité de service plus la satisfaction clientèle. Et donc, pour être certain que vous puissiez durer dans ce secteur d'activité, il va falloir que la qualité de service et ce que vous donnez à vos clients puisse être effectivement j'ai envie de dire, au-dessus de ce qu'ils attendent. Mais est-ce que vous avez l'expertise pour pouvoir choisir
les bonnes personnes pour faire ce boulot-là, quand on n'a pas de recul sur le secteur de la remise en forme, j'ai tendance à dire non. Donc peut-être que quand on n'est pas un professionnel de la remise en forme, la création n'est peut-être pas forcément ce qui est à prendre tout de suite, sauf si vous faites aider de professionnels. Ensuite, je regarde mon chrono parce qu'il faut que je continue. Pour les professionnels, je me suis focalisé essentiellement sur la reprise. La reprise n'a que des avantages, d'accord. Ça permet, pour moi, je pense, pour la plupart des clubs de remise en forme, c'est des petites TPE, et donc ça permet de proposer un développement, ça permet de proposer quelque chose d'autre à vos collaborateurs, peut-être des débouchés que vous n'auriez pas pu avoir en restant avec votre propre entreprise. Et puis, vous avez l'expertise du déjà fait. Donc, reprendre un club quand on est déjà patron de club, je pense que c'est la solution la plus efficace. Par qui se faire accompagner? Eh bien, vous le voyez, nous, on a déjà un avocat conseil, votre expert comptable. On n'est pas expert de tout, donc ne pensez pas que faire des économies en permanence en ne faisant pas appel à des experts. Quand on va reprendre un club, quand on veut créer un club, il faut pouvoir avoir un regard extérieur avec d'autres professionnels qui puissent vous donner leur point de vue là-dessus. Surtout, je pense aux avocats et je pense également aux experts comptables qui vont vous aider pour réaliser vos business plans, réaliser vos prévisionnels. Et puis, si vous n'êtes pas du secteur de la remise en forme, faites appel à des professionnels avertis qui ont une expérience significative sur le terrain. Dernier point sur lequel je vais aller un petit peu vite, puisque mon temps est imparti. Je vais laisser la parole ensuite je vais respecter le timing qu'on s'était fixé à mon ami Philippe. Que rechercher quand vous voulez reprendre un club de remise en forme? Eh bien évidemment, vous allez regarder les chiffres, bien évidemment, vous allez regarder la rentabilité, mais l'histoire du club est très importante, le taux de fidélisation est très important, comment les équipes également s'inscrivent dans le club, et cela, faites appel aussi à des intermédiaires pour vous aider à avoir une lecture un peu neutre de ce qui se passe à l'intérieur du club, puisque au-delà du chiffre, il y a également la vie dans le club qui peut vous permettre de vous donner des opportunités de développement qui n'ont pas été abordées peut-être par le prédécesseur. Je vais terminer en donnant 2 petites erreurs à éviter. Et là, je parle d'expérience vécue de personnes qui l'ont faite. Souvent, quand on arrive, on essaye de mettre sa propre équipe, mettre sa patte, etc. Je crois que la réponse n'est pas quand on reprend un club, d'essayer de changer tout le monde et de tout changer. J'avais un patron qui disait l'évolution par la révolution. C'est comme ça qu'il faut voir les choses quand vous reprenez un business. Il a vécu, il a une histoire, il y a des équipes qui sont dedans, qui ont fait un boulot. Tout n'est pas jeté à la poubelle. Je pense que ça mérite quand même de regarder un petit peu dans le fond ce qui peut performer de ce qu'il faut arrêter. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et puis je vais céder la parole à Philippe Leroy qui, lui, vous parlera de sa propre expérience de reprise de club. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais surtout avoir un partage d'expérience avec vous et vous partager mon expérience de repreneur de club de fitness. Je vais juste commencer par me présenter et vous dire qui je suis. En fait, j'ai un parcours professionnel qui n'est pas du tout celui du fitness, parce que avant d'être patron de club de fitness, j'étais cadre dirigeant dans des structures de type PME, start-up ou grand groupe. J'ai eu pendant 15 ans, plus de 15 ans, un travail de dirigeant dans l'entreprise. Bon, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait finalement que je suis allé dans le fitness, parce que j'étais plutôt orienté donc pas trop fitness. À un moment donné, j'ai souhaité changer complètement d'environnement professionnel. Et puis, il y avait une sorte de conviction où j'ai vu la dégradation des relations professionnelles dans le monde de l'entreprise. Et j'ai souhaité, quelque part, apporter ma pierre à l'édifice sur l'amélioration du bien-être des salariés et des personnes. C'est ça qui m'a amené, pour faire court, qui m'a amené vers la remise en forme, sachant que par ailleurs, je souhaitais reprendre la maîtrise de mon destin professionnel et finalement être mon propre patron. Alors, tout à l'heure, David a évoqué un point très important, création ou reprise. Moi, dans mon cas, le choix a été assez rapide.
Parce que je considère qu'en fait, que pour créer une entreprise, il faut avoir un peu un petit grain de folie. Il faut être, si vous voulez, moi, je viens avec une expérience assez étoffée, ce qui est bien d'un certain côté, parce que ça permet d'avoir des réflexes, des réactions très rapides, mais en même temps, ça met des œillères finalement quelque part. On a un mode de réflexion qui est formaté finalement quelque part. Et je pense que lorsqu'on crée une entreprise, il faut justement penser, comme on dit en anglais, out of the box, vraiment être complètement en dehors de tout frein, parce que la création d'entreprise, c'est un sujet qui est quand même très, très compliqué. La reprise d'entreprise n'est pas non plus une sinécure, mais au moins on part sur une base existante, ce que décrivait très bien David tout à l'heure. Donc voilà, pour vous dire rapidement qui je suis et ce qui m'a amené à m'orienter vers la reprise d'un club de fitness, d'une entreprise et d'un club de fitness en particulier. Alors, juste en termes de partage d'expérience, ce que je voudrais dire, c'est que reprendre un club de fitness, c'est avant tout reprendre une entreprise. Et il y a des choses à respecter. Je pense que quand on ne les respecte pas, on va dans le mur tout simplement, pour faire très court. Et pour faire très schématique, je pense qu'il y a au moins 6 points sur lesquels il faut être très, très, très clair. Le premier sujet, c'est que quand on décide de reprendre une entreprise ou un club de fitness, il faut être extrêmement clair sur quels sont ses objectifs, quelles sont ses convictions. Ce point est essentiel, c'est ce qui prévaut tout. On parle d'un projet professionnel, on parle d'un projet qui est très impliquant et sur le long terme. Donc, si on n'est pas soi-même très clair sur ses convictions et ses objectifs, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être extrêmement lucide sur quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Moi, par exemple, très honnêtement, l'un de mes points faibles lorsque j'ai décidé de reprendre le club que je dirige aujourd'hui, c'est que je ne connaissais absolument rien au monde du fitness. J'avais une totale ignorance de ce domaine et j'ai passé énormément de temps à analyser le marché, à rentrer dans le détail. Je me suis fait accompagner. David m'a beaucoup aidé sur la compréhension de qui fait quoi, quels sont les acteurs. Bon, voilà, c'est juste là aussi un partage d'expérience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il est extrêmement important d'analyser de la façon la plus froide possible le marché sur lequel vous allez agir. On voit en ce moment, tout bouge énormément. Si vous n'avez pas cette démarche d'analyse profonde du marché, c'est compliqué de réussir. C'est très compliqué de réussir. Évidemment, il faut analyser sa zone de chalandise, quels sont les concurrents en place, quelles sont les zones de potentiel. Bref, ça, c'est un point qui est indispensable. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que reprendre une entreprise, c'est un job à temps plein. C'est un job qui dure longtemps. Il faut tenir compte au moins d'un an et demi, 2 ans pour reprendre une entreprise. Entre le moment où on prend la décision, au moment où on signe et on a vraiment les clés du club, il se passe facilement un an et demi, 2 ans. Donc il faut que vous prévoyez systématiquement un budget pour tenir. Un budget pour tenir, un budget également pour faire face à tous les frais liés à la reprise d'entreprise. Bon, il y a les études, il y a tous les frais d'immatriculation, etc. Enfin, il y a beaucoup de frais qu'il faut intégrer. Moi, par exemple, sur cette période-là, j'ai consacré à peu près un budget de 20 000 euros uniquement lié à ce process de reprise d'entreprise. Le, le quatrième point, le troisième point, pardon, je me mélange un peu. Le quatrième point que je voulais souligner, c'est que vous ne pouvez pas entreprendre ce projet-là si vous n'avez pas un soutien important de vos proches. Il faut partager votre projet avec votre proche, votre famille, bref, chacun a son réseau personnel. Mais si vous n'avez pas ce soutien-là, là aussi c'est très compliqué parce que vous aurez des moments de haut, des moments de bas. Donc ce point est essentiel. Et le dernier sujet sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'il faut aussi être entouré de professionnels. Pour moi, vous avez, David l'a très bien tout à l'heure, il y a un binôme qui est indispensable, expert comptable, avocat d'affaires. Si vous n'avez pas un bon expert comptable, un bon avocat d'affaires, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je dirais que de façon globale, le fait de suivre ces 6 points que je viens de vous lister, c'est aussi quelque part le moyen pour vous d'être davantage crédible par rapport aux banques, par rapport également au repreneur, parce que le repreneur, pardon, le cédant avec qui vous allez discuter, à un moment donné, il veut savoir à qui il a affaire. Est-ce qu'il a affaire à quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'il a affaire à un rigolo? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui se disent, ben voilà, tiens, j'ai envie de reprendre une entreprise. Mais en fait, il n'y a rien derrière. Et quand on veut céder une entreprise, on est attentif finalement à la capacité financière, au sérieux de la personne qu'on a en face. Tout à l'heure, David a évoqué un point très important. Finalement, quelle est votre surface financière? Ce point est indispensable. Mais au-delà de la surface financière, ce que vont regarder les bailleurs de fonds, les banquiers, le repreneur, c'est finalement quelle est la personne à qui il s'adresse? Quelles sont ses convictions?
à qui on a affaire. On a affaire à quelqu'un de sérieux ou un rigolo. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment le sujet qui est fondamental. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que les financements, on arrive toujours à les trouver, on arrive toujours à arranger les choses, mais finalement, ce côté crédibilité est indispensable à la fois vis-à-vis des banques, mais également vis-à-vis des cédants. Alors, l'autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure rapidement avec David, c'est vers qui se tourner. Donc effectivement, je l'ai évoqué, il faut être entouré d'un expert, d'un avocat d'affaires, c'est indispensable. Mais de façon globale, quand on est repreneur d'entreprise, on a une tendance naturelle à vouloir s'enflammer par rapport à un projet, et c'est là où est le danger. C'est là où est le danger. Donc, c'est là où effectivement être épaulé avec un professionnel. Bon, moi, j'ai travaillé avec David, je parlais de quelques anecdotes tout à l'heure assez amusantes, mais le fait d'être épaulé par un professionnel extérieur, ça permet d'avoir quelqu'un qui a une vue extérieure par rapport à votre projet. Ça permet d'avoir quelqu'un qui va vous challenger par rapport à ce que vous voulez faire, vos objectifs, et vous faire peut-être remettre les pieds dans la réalité et redescendre sur Terre. Parce que parfois, on a tendance à être complètement en dehors de ce qu'il est possible de faire. Moi, juste pour l'anecdote, c'est un petit clin d'œil à David. La première fois que j'ai contacté David lorsque j'avais ce projet de reprise d'entreprise, j'ai eu un entretien téléphonique assez particulier, je dois dire, parce qu'en fait, moi, bon, David m'appelle, moi, je pensais me dire, bon voilà, combien vous avez d'argent, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, non, pas du tout. David, la première question qu'il m'a posée, c'est, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Et il a passé, je crois, bien une demi-heure, trois quarts d'heure à me saucissonner, passez-moi l'expression, dans tous les sens, pour vraiment tester, challenger mes motivations. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, la démarche est bonne, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et je mesure avec le recul l'importance que ça a d'avoir justement des partenaires à côté de soi qui soient capables de challenger ses motivations, de challenger son projet. Ce point est vraiment indispensable. Parce que véritablement, quand on a la tête dans le guidon, quand on cherche une cible désespérément, qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, on peut facilement faire des erreurs. Donc voilà, je veux vraiment insister sur le côté binôme expert-avocat. De préférence, épaulez-vous d'un professionnel. Moi, je suis passé avec David, il y en a d'autres, mais David fait partie des gens qui sont sérieux. Fitness Business, il n'y a pas de problème là-dessus. À titre personnel, j'avais souhaité également, je suis également passé par une association qui s'appelle Cédant Repreneur d'entreprise, le CRA, qui a l'avantage de vous proposer un accompagnement de chefs d'entreprise chefs d'entreprise qui sont professionnels et qui vous aident finalement dans le montage du dossier. Après, j'ai passé beaucoup de temps sur l'analyse de marché, donc je suis passé là aussi par une société extérieure qui m'a fait une étude approfondie du marché. Et ça, c'était important parce que ça m'a permis finalement de limiter les risques, de bien analyser les points forts, les points faibles de là où j'allais, de ce que je voulais faire, et ce qui m'a aussi permis de développer la réflexion par rapport au projet tel que je l'envisageais, par rapport à la cible que j'avais envisagée. Le dernier point que je voulais vous dire sur ce sujet de l'accompagnement, c'est que passer par un professionnel de la transaction comme par exemple Fitness Business, c'est aussi le moyen finalement d'assurer que la cible que vous allez rechercher, enfin, il vous aide dans la définition de la cible, de votre cible, et l'adéquation de la cible par rapport à qui vous êtes et quels sont vos objectifs professionnels. D'où l'importance préalable d'avoir fait ce travail de dire qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs. Ça, c'est le point fondamental sur lequel à partir duquel tout peut se développer. Alors, il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que rechercher en termes de cible. Je dirais que tout ça, ça découle de l'analyse préalable de ce qu'on veut faire, de quels sont nos objectifs, et tout découle de façon assez naturelle. Le marché est vaste, on a parlé des franchises, on a parlé des clubs indépendants, bon, il y a plein de points importants. Je crois que ce qui est au-delà de ces sujets qu'on a évoqués, ce qu'il faut voir, c'est finalement par rapport à la cible que vous allez viser, comment est-ce que vous projetez? Quelles sont les réelles perspectives de développement que vous prévoyez et non pas celles qui vous sont présentées. Faites-vous votre propre opinion en vous appuyant sur les avis de professionnels extérieurs, bien évidemment. Il y a aussi un sujet, souvent on se dit, je pense aux Parisiens en particulier, voilà, je vais reprendre une entreprise, je vais aller vivre en province.
attention. Attention, pourquoi pas, c'est peut-être une bonne solution, mais faites attention à ce que sur place, en province, vous ayez des points d'appui parce que en général, les Parisiens ne sont pas forcément très bien accueillis en province comme ça quand ils débarquent en ayant racheté une entreprise. J'ai connu ce genre d'expérience dans une vie antérieure, pas dans une reprise d'entreprise, mais c'est pas forcément facile. Euh, on a parlé du temps aussi. Soyez conscient du fait que le processus de reprise d'entreprise est un processus qui est long. Vouloir aller trop vite, c'est s'assurer l'échec. Il faut prendre le temps. Moi, je vous dis, et encore, ça a été très rapide. J'ai mis 1 an et demi entre le moment où j'ai décidé de reprendre l'entreprise et le moment où j'ai effectivement signé le compromis de vente. Il s'est passé 1 an et demi. Et c'est un temps extrêmement court. Très souvent, le temps est d'environ 2 ans entre le moment où vous allez maturer le projet, trouver la cible, entamer les négociations, faire les études de marché, faire tous les audits, vous forgez votre propre opinion. C'est un processus qui est quand même assez long, donc prévoyez ça. L'autre sujet qui n'a pas été évoqué par David, mais sur lequel je voudrais vous alerter, je mets beaucoup d'alertes, mais je fais mon partage d'expérience là, véritablement, mais à un moment donné, vous êtes en phase d'incédent, vous concluez un prix, très bien. Ne pensez pas, ne croyez surtout pas que parce que vous avez défini un prix, l'histoire s'arrête là. Non, pas du tout. Prévoyez systématiquement au moins 20% de plus en termes de budget par rapport au budget que vous avez défini pour l'acquisition de votre cible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, partez du principe que vous aurez forcément des mauvaises surprises. Moi, j'en ai eu, et dans toute reprise, il y a toujours des mauvaises surprises, quelle que soit la qualité des audits, quelle que soit la qualité des analyses que vous pouvez faire. Il y a toujours des choses sur lesquelles que vous n'avez pas vues et sur lesquelles vous serez obligé de pallier. Il y a ce point-là, puis il y a l'autre point, c'est que vous rachetez un club, mais finalement, en face de vous, vous avez une équipe, vous avez des clients. Et finalement, un changement de propriétaire d'une entreprise, c'est une source d'inquiétude, une source de stress, à la fois pour les équipes, mais également pour les clients. Donc, ils vont être en attente. Ils vont vouloir savoir, finalement, quelle va être votre stratégie, quelle va être votre plus-value, dans quelle direction vous allez aller. Et vous allez forcément vouloir donner une orientation différente par rapport au projet initial. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent, et tout ça, il faut le budgéter, le prévoir. Donc, prévoyez au moins 20% de plus par rapport à votre budget, de manière à pallier à ces mauvaises surprises et de manière à avoir un peu de cash pour vous permettre de donner justement une ampleur différente à votre projet. Voilà, je ne sais pas du Bien. tout si j'ai respecté mon timing. C'est pas grave, Philippe, mais bon. Non, Bon, pas trop, mais on va bon. se rattraper. Bon, désolé. Mais merci parce que non, mais le sujet est vaste et c'est difficile de le plier comme ça aussi rapidement. Mais Voilà, en tout j'espère cas, que voilà. Je te bon, laisse finir. j'ai terminé, donc je laisse la parole à Caroline qui va vous donner un autre éclairage, je pense. D'accord. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour ce partage d'expérience. Effectivement, donc, ce qu'on retiendra de toute façon, c'est que ça ne s'improvise pas, hein. Que ce soit une création, que ce soit une reprise, ça prend un peu de temps. Je vais raccourcir un peu ce que j'avais prévu de dire en étant un peu plus, on va dire, simple et rapide concernant la vente du club. Je vais laisser Caroline prendre la main ensuite derrière pour rentrer dans le détail. Tout ce que j'ai à dire, c'est que souvent, quand on vend son club, et c'est ce à quoi je suis confronté depuis une dizaine d'années maintenant, puisque c'est la seule activité que je fais dans la transaction, c'est les clubs de fitness. Souvent, quand on vend ce club, forcément, on veut le vendre au meilleur prix et celui qui est en face, il veut toujours l'acheter au moins cher. Donc, on a toujours tendance à surévaluer un petit peu notre club quand on veut le vendre. On a toujours tendance à dire, mais je suis en capacité, il y a plein de choses, il y a plein de potentiel que je n'ai pas exploité. Bon, si vous ne les avez pas exploités, pourquoi le repreneur le ferait? Donc, si vous n'avez pas mis des choses en place, pourquoi le repreneur réussirait à le mettre en place? Donc, ne jamais trop embellir la mariée et croire que vous avez toujours la poule aux œufs d'or que vous n'avez pas su exploiter, mais quelqu'un d'autre le fera pour augmenter votre prix. Ça n'aura aucune incidence sur votre prix de vente. Alors, quand vous voulez vendre, ça se prépare une vente. Ne mettez pas votre club en vente ou n'essayez pas de le vendre si vous voulez le vendre dans la même année, ce n'est pas possible. Il faut que vous ayez au moins, je pense, au minimum, 1 an de recul pour pouvoir trouver un acheteur et un bon acheteur. Alors, pourquoi faire appel à l'intermédiaire? Je prêche un peu pour ma paroisse. Tout le monde ne peut pas forcément faire appel à l'intermédiaire. Vous êtes libre de le faire. Mais par contre, la valse des acheteurs qui viennent dans le club, qui visitent, qui en parlent et qui en discutent, et puis ça revient par les clients, c'est un peu compliqué. La chance d'avoir un intermédiaire professionnel,
eh bien, c'est que la confidentialité peut être respectée autour de ça. Et donc, l'idée, c'est que nous, on travaille comme ça, on travaille sous le sceau de la confidentialité, aussi bien de la part des acheteurs que des vendeurs. Et puis, on creuse, nous, on creuse pour essayer de savoir si les acheteurs qu'on vous propose ont les moyens d'aller jusqu'au bout. Je terminerai en disant que préparer son club à la vente, c'est maximiser le nombre de clients en prélèvement mensuel. Oubliez les ventes comptant pour valoriser votre club. Ça n'a pas beaucoup de valeur quand vous vendez votre club. Donnez la priorité au prélèvement dans votre club, en tout cas si vous êtes encore sous ces anciens modèles économiques. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Caroline Bouzaguet qui va aborder les questions qui sont plus liées à l'audit et à la différence entre la vente de fonds de commerce et des parts sociales. Caroline, je vous laisse la parole. Merci David. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Bouzaguet, je suis avocate spécialisée en droit des affaires et plus particulièrement, ça fait 15 ans maintenant que je fais beaucoup de ventes aussi bien de sociétés que de fonds de commerce dans le fitness. Pourquoi dans le fitness? Parce que je suis moi-même adhérente d'un club, donc je connais pour être adhérente d'un club le monde du fitness et ses particularités, parce qu'effectivement, il y a des particularités lors soit d'une vente ou d'une cession d'un fonds. Je vais essayer de résumer parce que c'est un sujet très vaste et en 10 minutes, c'est très compliqué. Les points un petit peu bloquants, en fait, lorsqu'il y a une cession soit de fonds de commerce ou de cession d'entreprise. Alors, bien souvent, déjà, les patrons de club ne font pas la différence entre est-ce que je vais vendre mon fonds de commerce ou est-ce que je vais vendre ma société. C'est vrai que c'est un concept un petit peu flou parce que, en fait, quand les patrons de club que je vois, ils veulent toujours vendre le plus cher possible. Mais après, effectivement, il faut savoir ce qu'ils vendent. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Quand vous décidez de vendre votre fonds de commerce, vous ne vendez que l'actif de votre structure. L'actif, c'est quoi? C'est les biens qui permettent d'exercer votre activité. Ça va être les biens corporels, donc les machines. Ça va être alors le droit au bail, puisqu'en fait, vous reprenez le bail existant. Donc, il y a aussi une négociation à mener en parallèle avec le bailleur, qui peut être menée aussi bien par l'avocat. Tout dépend en fait de l'interlocuteur qu'on a en face. Si effectivement on a un centre commercial, ce n'est pas la même chose que si on a un bailleur indépendant, par exemple. On peut aussi renégocier le loyer, puisque la problématique quand on rachète un club, bien souvent, le poste le plus important, c'est vraiment le loyer qui est important. Et ça, c'est un gros poste de dépense. Il faut savoir aussi si votre société ou la société en fait, que vous souhaitez reprendre a une marque. Donc, dans ce cas-là, c'est un élément à valoriser et un élément également qui fait partie du fonds de commerce. L'avantage en fait de vendre son fonds de commerce, c'est que l'acheteur, il va reprendre, si vous voulez, l'histoire depuis le début. Il réécrit sur une page blanche parce qu'il va lui-même créer sa société à côté. La société, elle est nouvelle. Il rachète simplement les actifs. D'accord ? Les inconvénients pour l'acheteur, parce que c'est ce qui va vous être opposé, les inconvénients pour l'acheteur, c'est bien souvent un formalisme quand même assez lourd et rigoureux, parce qu'il va falloir lister tout son matériel, hein, donc des fois ça peut être assez compliqué. Et le prix de vente, surtout pour le vendeur, va être séquestré. Séquestré, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre argent tout de suite. D'accord? Il va falloir attendre 5 mois, 6 mois, puisque quand vous vendez votre fonds de commerce, vous avez tous vos créanciers, si vous avez des dettes, qui peuvent venir récupérer le prix. Le trésor public, un bailleur, la prévoyance. Donc, l'argent est bloqué sur un compte séquestre. En général, c'est bloqué sur un compte séquestre auprès de l'ordre des avocats. Si jamais il n'y a pas de créanciers qui se sont manifestés, vous pouvez récupérer votre argent, mais effectivement, il y a un délai légal qui s'applique. Donc, il ne faut pas effectivement dire je vais vendre mon fonds de commerce parce que j'ai besoin d'argent tout de suite, parce que vous ne l'aurez pas tout de suite. Quand vous décidez de vendre votre société, donc acheter l'acheteur va acheter votre société, effectivement, il achète l'actif et le passif. Donc, le passif, hein, les dettes. Donc, là, aujourd'hui, on est en période de crise sanitaire où, effectivement, il y a des entreprises qui ont contracté des prêts, qui ont contracté des PGE. Il faudra les rembourser. Si vous vendez votre société, vous donnez les clés et vous empochez l'argent. Et après, le passif n'est plus pour vous. Par contre, l'inconvénient, et là aussi, il y a certains patrons de clubs qui ne comprennent pas effectivement la petite subtilité.
vous ne pourrez jamais vendre votre société si vous ne faites pas une garantie d'actifs et de passifs. Il n'y a pas un acheteur aujourd'hui qui va vouloir vous reprendre une société sans prendre des garanties. Une garantie d'actifs et de passifs, c'est on conclut un contrat, on identifie effectivement les potentiels problèmes, et si jamais il y a un problème, eh ben, vous êtes tenu de payer le passif. D'accord ? Donc, achat fonds de commerce, achat effectivement de société, il faut vraiment, il faut analyser, affiner d'un point de vue particulier à une structure donnée. Ça ne peut pas se faire d'un point de vue général. Et pour analyser d'un point de vue particulier, on est obligé de passer par un audit, parce qu'effectivement, comme l'a dit David et Philippe, une vente, un achat, ça se prépare en avance. Ça se prépare dans un timing qui peut s'étaler entre 1 an et 1 an et demi. Ça se prépare, si vous préparez en amont, vous allez vendre mieux et beaucoup plus cher parce que, effectivement, l'audit, faire un audit, c'est un audit, vous allez faire un audit comptable, donc être assisté d'un expert comptable qui va effectivement retravailler ou mettre au propre, bien souvent, mettre au propre vos bilans parce que vous les avez déjà déposés, parce qu'aussi bien dans le cas d'une vente de fonds de commerce que d'une vente de société, vous devez transmettre les bilans. Donc, il ne faut pas effectivement avoir l'impression que votre comptabilité a été mal tenue. Il faut présenter les choses propres à l'acheteur. Plus vous allez présenter des choses carrées, plus effectivement, votre acheteur ne va pas pouvoir vous négocier le prix. Plus il va trouver des choses qui ne vont pas, plus il va vous négocier le prix. Donc, d'avoir préparé en amont, d'avoir fait un audit, alors comptable, votre comptabilité, elle est propre. Donc, effectivement, votre acheteur, il ne va pas pouvoir vous négocier le prix là-dessus parce que tout est propre. Et faire un audit juridique. Un audit juridique, c'est quoi? C'est identifier effectivement la structure, aussi bien en droit des affaires. Est-ce que vous tenez, parce que je sais qu'effectivement, dans les clubs, ce n'est pas souvent très rigoureux, un livre d'assemblée générale, avec des assemblées générales, avec des comptes qui sont déposés. Ça, c'est des règles juridiques. Mais quand vous reprenez une société, il faut que les choses soient carrées. Et effectivement, en faisant l'audit a pour objet de pointer les choses qui ne vont pas, de rectifier les points pour mettre au propre aussi votre société. Et quand vous décidez et que vous donnez le go pour vendre votre structure, on ne pourra pas vous dire « Ah bah là c'est pas bon, il faut que je refasse, etc. » Donc, audit au niveau des droits des sociétés, audit aussi au niveau du droit du travail. Pourquoi le droit du travail? Parce que le coût salarial, alors je sais qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui prennent de moins en moins de salariés parce que ça coûte trop cher et qui prennent des auto-entrepreneurs. Et là aussi, en prenant trop d'auto-entrepreneurs, il y a aussi un risque social qui est là, puisque vous savez très bien qu'on peut refaire requalifier un auto-entrepreneur en contrat de travail. Donc, il y a aussi ce risque-là. Est-ce que toutes les déclarations ont été faites? Est-ce que les affichages dans le club sont bons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à identifier. Et si vous voulez, quand vous allez aussi bien vendre votre fonds de commerce que votre société, l'acheteur va demander des documents. Et là aussi, ça peut être un point bloquant. Il y a beaucoup de patrons de club qui ne comprennent pas, mais c'est l'usage. Et en fait, quand vous mettez 1 800 000, 400 000 euros, c'est légitime de voir effectivement les documents de la société que vous allez acheter. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Dans ce cadre-là, il est toujours d'usage de conclure de ce qu'on appelle un accord de confidentialité. Les deux parties, acheteurs et vendeurs potentiels, concluent un accord de confidentialité où les documents en fait transmis ne doivent servir qu'à l'éventuelle vente. Et ils s'engagent après à la destruction des documents, etc. Donc, il y a des documents, vous devez absolument les transférer, sinon ça va bloquer votre vente. Bilan, contrat de travail, les affichages, etc., etc. Donc, tous les documents légaux. Donc, là, vous avez bien compris que l'audit, ça sert à quoi? Ça sert à faire un peu comme Stéphane Plaza le dit à la télé, un peu un homestaging. Hein. C'est exactement la même chose. Plus votre société sera propre, plus vous pourrez la vendre à un meilleur prix. Et c'est vrai que peut-être que ça a un coût, parce qu'effectivement, ça a un coût d'expert comptable, un coût au niveau de l'audit, mais c'est comme le homestaging. Vous mettez 5 000, vous mettez 4 000 euros, tout dépend ce qu'il y a à faire, mais vous allez peut-être vendre 30, 40, 50 000 euros plus cher. D'accord ? Donc ça, effectivement, je vous conseille vivement de faire cet audit. Et une fois que vous aurez fait l'audit, vous pourrez aussi affiner d'un point de vue financier quelle est la meilleure solution pour vous, hein, soit acheter le fonds de commerce ou acheter les parts sociales. Puisque au final, ce que vous devez récupérer, en fait, vous devez avoir le montage là où vous allez gagner le plus d'argent. Et il ne faut pas négliger parce que bien souvent, il y a ce qu'on appelle des coûts annexes qui sont les droits d'enregistrement
auprès du Trésor public. Et par exemple, quand on vend un fonds de commerce, les droits d'enregistrement sont plus chers que quand on va vendre en société. Effectivement, il y a des abattements, mais c'est entre 3 et 5% du prix selon les plafonds, ce qui est beaucoup. Quand vous êtes sur une vente de fonds de commerce à 800 000 €, ça commence à chiffrer. Or, quand vous vendez par exemple une société, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un montage particulier à faire. Quand vous vendez une société, c'est pareil. Si vous êtes en SARL et d'anticiper le montage 1 an à l'avance, c'est bien. Parce que si vous vendez en SARL, les droits d'enregistrement sont beaucoup plus chers qu'en SAS. En SAS, vous avez 0,1% de droits d'enregistrement, ce qui n'est rien du tout. Donc, effectivement, si vous choisissez, vous optez pour vendre, par exemple, votre société, puisque ça vous rapporte plus, pour encore minimiser les coûts et d'avoir un chiffre encore plus important, l'idée, c'est aussi de transformer votre société avant la vente pour que vous ayez moins cher de droits à payer. Mais ça se prépare et on ne peut pas faire ça 2 mois en amont. Donc, c'est vraiment, il faut compter vraiment 1 an pour bien affiner un projet et finalement avoir toutes les clés en main pour bien vendre. Je vous ai résumé vraiment les points importants qui pouvaient être bloquants et je n'ai pas parlé trop longtemps. Donc, je pense qu'on est dans le timing. C'est bon. Parfait, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Je te laisse la parole, William, si jamais il y a Moi, des j'ai questions. quelques questions à poser. Tu m'entends, David? Très bien. Bon, alors une question, c'était par rapport à ce que disait justement Maître Caroline. Comment faire un audit en cette période si particulière? Est-ce qu'on prend en compte effectivement cette année blanche, hélas, pour faire l'audit? Comment ça se passe? Alors Caroline, je vous laisse répondre. Ouais. L'audit, il n'est pas forcément financier. Alors, bien entendu, il y a l'audit financier. Oui, il y a une année blanche. Et il y a deux cas de figure. Parce qu'effectivement, moi, je suis en train de travailler avec plusieurs patrons de clubs pour céder leur structure. Et il y a vraiment des problématiques différentes. Vous avez un patron de club qui a un super emplacement, qui est très recherché, qui va être… les fitness parks ont déjà une vue sur l'emplacement. Et ce que l'acheteur va vouloir, les acheteurs veulent acheter, c'est un emplacement. Donc là, j'ai envie de dire, au niveau de la négo du prix, on est bon. Donc l'audit financier, finalement, la période blanche n'a pas trop d'impact. On a un autre cas de figure d'un patron de club qui est là, qui est pris à la gorge, parce qu'il y en a dans ce cas-là, avec cette fameuse année blanche, et il doit vendre absolument. D'accord ? Donc là, il ne faut pas faire sentir effectivement à l'acheteur, et il faut essayer de voir avec l'expert comptable comment effectivement présenter les comptes. Si les années auparavant, il y a une gestion plutôt saine des comptes, des réserves, etc., avec cette période exceptionnelle et le PGE. Et là dans la plupart des dossiers que moi j'ai à traiter en ce moment, le plus intelligent à faire, c'est de vendre son fonds de commerce pour en tirer le maximum. Parce que vous voyez bien que vendre la structure en ce moment, l'acheteur, il va reprendre les dettes. D'accord ? Et c'est compliqué. Donc oui, un audit financier par rapport aux réserves, effectivement, et dans quelle solution on se trouve. Et un audit, bien entendu, est impératif en droit du travail et si tout fonctionne bien dans le club. Parce que là, on pourra vraiment le vendre plus cher. Aujourd'hui, avec cette période de Covid, il faut vraiment que les acheteurs qui achètent le club, il n'y ait rien à redire. Puisqu'effectivement, en septembre, c'est l'idée, ils vont repartir sur une période neuve parce que il y a plein de particuliers, d'adhérents qui veulent absolument reprendre le sport. Et tout ce que me disent mes clients, c'est que leurs adhérents veulent absolument reprendre les cours. Donc, il y a un gros potentiel. Il va y avoir une grosse vague d'inscriptions parce que les gens ont pris beaucoup de poids. Enfin, ce qui m'est… non, mais c'est… Voilà. Arrêtez de parler du poids, je vais le prendre pour moi. Non, mais en du poids, je vais le prendre pour moi. Là. Patrick m'en a parlé. Vous m'en parlez. Non, mais en septembre, les gens, ils sont vraiment dans les starting blocks pour reprendre effectivement le club. Donc là, il ne faut pas vendre maintenant. On attend la réouverture du club, d'accord ? On attend même janvier, puisque les deux périodes phares dans une reprise de club, on est sur septembre, puisque vous avez les abonnements qui sont faits en septembre, et janvier. C'est vraiment les deux périodes phares d'un club. Donc, attendre si les patrons de club peuvent attendre, vraiment janvier, quoi. On a une bonne reprise en septembre, on aura une masse d'adhérents. Et
et pouvoir préparer sa vente tout de suite, faire un audit. J'ai trop parlé, je suis désolée, ça a beaucoup dit. Merci, Maître. Non. Merci. Alors, il y avait une question, Caroline, vous infirmez, hein, vous confirmez donc l'information. Une question qui soit sur les droits d'enregistrement. Donc, les droits d'enregistrement sont généralement à la charge du repreneur, hein. Donc, c'est lui qui paye les droits d'enregistrement à l'État, puisque c'est pour la création de la nouvelle société. C'est bien ça, hein, Caroline, hein? Alors, on peut… Ça peut être négocié toutefois. Ça peut être négocié entre les parties quand effectivement, ça peut être un levier de négociation. Voilà. Oui. Mais généralement, l'usage, c'est que ça soit à la charge du repreneur. Voilà. Et le séquestre, parce que le séquestre est aussi payant, c'est à la charge, bien entendu, du vendeur. Puisque là pour le coup, il n'y a pas de négociation, puisque le séquestre travaille pour le vendeur. D'accord ? Mais ce ne sont pas des tarifs très, très élevés. Merci, Maître. David, Philippe, oui. Caroline, encore une question. Effectivement, je le disais tout à l'heure en préambule, il va y avoir une redistribution des cartes et il va y avoir, hélas, des clubs qui vont fermer, des clubs qui vont se vendre. Ça veut dire qu'il va y avoir des clubs qui vont être achetés. On parlait, David, tu parlais de création ou d'achat. Il y a quand même des opportunités qui vont sortir de cette période sans minimiser les conséquences pour certaines qui vont devoir fermer. Et réellement, nous sommes tous avec vous. David, je suis un jeune coach, un jeune entrepreneur. Est-ce le bon moment d'acheter ou de créer son club? Je vais répondre à cette question-là en synthétisant un peu ce qu'a dit Philippe, mais aussi ce qu'a dit Caroline. Si vous avez un projet, oui. C'est ça le problème et c'est le fond. Est-ce que vous avez un projet? Si vous avez un projet, oui. De toute façon, de toutes les crises, il y a des opportunités qui se créent. Donc, celle-ci est peut-être le moyen pour certains d'y voir un développement, de se restructurer, de prendre un peu de force, de faire un maillage. Je parle surtout des petites TPE. Donc, mais dans l'idée, c'est avant de partir sur ce projet, avant de partir tête baissée en disant « je vais racheter un club », il faut essayer d'avoir un projet et d'avoir un projet qui va au moins jusqu'au moyen terme. L'acquisition, c'est une chose, mais ce que vous en faites ensuite demain. Donc, quel que soit X, la surface financière, oui. Alors, les banques ne sont pas plus généreuses en ce moment. On va dire qu'elles ont plutôt fermé les robinets. On n'était pas forcément bien vus. Bon, cette crise-là n'a pas fait en sorte qu'on nous voit beaucoup mieux. Donc, de toute façon, comme les restaurants et toutes les activités événementielles ont été stoppés également. Nous sommes stoppés. C'est vrai qu'on a ce potentiel, comme disait Caroline, d'avoir une envie, d'avoir ce besoin de retourner à la salle de sport, en tout cas de se dépenser, de faire du sport, parce que ça a été une crise sanitaire importante. Mais attention, ne pas foncer tête baissée, que ce soit au niveau de la vente, ou que ce soit au niveau de la création, ou que ce soit au niveau de la reprise, ça se prépare. Il faut que vous ayez un projet en tête qui puisse durer dans le temps. Et puis, si vous avez la surface financière, que vous avez également le réseau autour de vous, on a abordé ces questions-là, oui, foncez et utilisez cette période pour, pourquoi pas, changer de vie et vous apporter de nouvelles opportunités. Merci David pour cette question. Moi, une grande pensée en tout cas à toute l'équipe et finalement, on est tous avec les personnes qui vont hélas subir et vont devoir fermer leur club. Réellement, c'est compliqué et beaucoup, enfin voilà, on est une grande famille du fitness et on est réellement avec vous. Et surtout, une grande pensée également à tous ceux qui vont sauter sur ces opportunités, qui vont essayer justement de trouver d'autres solutions, de créer, de pouvoir effectivement, alors je ne dis pas surfer, ce n'est pas le terme exact, mais en tout cas essayer de sortir différemment de cette crise. Et beaucoup d'encouragement en tout cas à tous ceux qui vont militer et faire développer en tout cas le fitness et faire rayonner en tout cas le fitness français. On va lancer un sondage. Célia, Anne-Laure, la question du sondage, ce webinaire vous a-t-il donné les clés pour mieux vous entourer dans le cadre de votre projet? On le voit. Oui, non. Je ne peux pas répondre. 100% de… 95% de… 95% de oui. Bah, écoutez, merci. En tout cas, l'objectif, vous l'avez noté, c'est essayer d'être le plus enthousiaste possible, le plus productif et constructif possible dans cette crise. On le souhaite réellement et sincèrement pouvoir revenir fort,
puissant et surtout très, très rapidement. On est OK sur le sondage? C'est bon. C'est bon. Merci. Charmette. Merci à vous. Merci. David, Merci. merci encore. Je vous donne rendez-vous pour le 3e atelier avec Sébastien et avec Vanessa. Et on clôturera aussi ce Business Solution Fitness avec Thomas et bien sûr Patrick Mazreau. À tout à l'heure.